De l'IRAPS, l'instance régionale d'amélioration et de la pertinence des soins. Professeur, c'est à vous. Merci beaucoup et merci à tous nos invités à ce webinaire. Oui, en tant que président de l'IRAPS, donc instance régionale d'amélioration de la pertinence des soins, je suis heureux de vous accueillir dans cette session qui est le deuxième webinaire que nous organisons sur le sujet depuis la création du groupe de travail de l'IRAPS. Alors, le rapport d'information à l'Assemblée nationale en conclusion des travaux de la mission d'évaluation de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale sur la chirurgie ambulatoire, remis en septembre 2020, insiste entre autres sur la nécessité de l'accompagnement des établissements pour renforcer le déploiement de la chirurgie ambulatoire et l'intérêt du pilotage fondé sur l'outil Visuchir, dont on parlera, sur la prise en charge de la vulnérabilité des patients, l'isolement social, géographique, les comorbidités, l'âge, etc. Et enfin, sur le développement d'une logique de parcours qui intègre les étapes en amont et en aval de l'opération chirurgicale, vous le savez, ce qui passe nécessairement par une meilleure coordination avec la ville. Et c'est tous ces éléments-là que le groupe de travail a tenté de travailler durant ce chantier qui court pendant la mise en œuvre de notre plan d'action pluriannuel 2020-2023. On arrive au terme de ce plan. Alors, dans le cadre de ce travail-là, nous avons mis à disposition un livret que vous avez sous les yeux, pour lequel je remercie les contributeurs de l'IRAPS et qui, diapositive suivante, comprend sous une forme très synthétique le rappel des principales recommandations en matière d'organisation, de qualité et de sécurité des soins, une synthèse succincte, non systématique évidemment, des preuves scientifiques de l'intérêt à passer à la chirurgie ambulatoire, un éclairage sur cette opportunité actuelle que représentent les hôtels hospitaliers. Alors ça, c'est un sujet qui peut éventuellement amener à discussion, mais ça a été un des éléments de ce livret qu'on a souhaité mettre en avant, et des contributions complémentaires d'un certain nombre d'acteurs du groupe IRAP, c'est notamment le point de vue du représentant de l'URPS de pharmacie, ainsi que des représentants des usagers. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en introduction. Ce deuxième webinaire est la suite logique de l'apparition de ce livret. On vous en parlera plus tard, des rencontres qui ont lieu dans les établissements de santé. Et tout de suite, donc, je vous remercie à nouveau de votre participation. Je remercie très chaleureusement Corinne Vons euh, et hop là, j'ai perdu le lien. Hop, excusez-moi, moi aussi, la technique m'a perdu. Gilles Bontemps. Oui, je ne vous vois plus, mais c'est pas grave, je continue. On vous Donc, entend très Corinne bien, Vance professeur. et Gilles Bontemps, un grand merci pour votre participation. Et je laisse tout de suite la parole au docteur Decléty de l'ARS. Alors, merci, professeur Michel, pour cette introduction. Nous allons effectivement dresser un rapide tableau du contexte dans lequel évolue la chirurgie ambulatoire aujourd'hui. Et effectivement, c'est le docteur Decléty qui va nous présenter les données régionales de la chirurgie ambulatoire. Le docteur Decléty est conseiller médical de la direction de l'offre des soins à l'Agence régionale de santé. Oui, bonjour à tous. Merci à l'assurance maladie d'organiser ce webinaire. Merci aux différents intervenants qui vont alimenter ce webinaire. Ce webinaire tombe pour l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes parfaitement, puisque nous sommes dans le contexte d'élaboration et de publication du schéma régional de santé. Schéma régional de santé qui donne le régime des autorisations, en particulier de chirurgie, mais pas que, pour les années à venir. Ce schéma régional de santé a permis de faire un diagnostic de l'état des lieux territorial que vous retrouverez sur l'atlas régional qui est disponible sur le site de l'ARS. Cet atlas a permis de faire travailler des groupes de travail comportant des chirurgiens, des anesthésistes, et des personnels de bloc opératoire, un peu sur les tendances de la chirurgie en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, quelques constats rapides quand même qu'il convient de poser.
de façon générale des pénuries de personnel hein, sur toutes les activités, mais concernant la chirurgie, spécifiquement des problèmes d'infirmières de bloc opératoire. Un contexte post-crise qui note un retour difficile à l'activité d'avant-crise, mais malgré tout une très forte progression de la chirurgie ambulatoire, hein, puisque en région, nous sommes pas loin des 63% de taux de chirurgie ambulatoire. Le deuxième constat que je voulais partager avec vous rapidement, c'est que quand même l'offre chirurgicale globale est assez équilibrée sur le territoire de la région. Hein, si on compare à d'autres activités, on a quand même un recours assez facile à la chirurgie. On va passer à la diapositive suivante. Pour vous montrer un peu quel a été le travail réalisé dans les groupes de travail précédant l'élaboration du schéma régional de santé. Pour toutes les activités, nous avons regardé l'accessibilité pour les usagers aux différentes activités soumises à autorisation de soins. Et on voit sur la première carte, où il y a du vert foncé, les délais d'accès routier pour les usagers. Sur l'ensemble de la région, on voit bien qu'on n'a pas de zone rouge assez éloignée de services chirurgicaux. Alors, c'est pour les activités de chirurgie toutes confondues. Hein. Il est évident que si on regarde l'analyse pour la chirurgie cardiaque, les temps d'accessibilité sont effectivement pas les mêmes. Et puis, nous avons regardé avec ces groupes de professionnels experts hein, qui nous ont aidés à établir le schéma régional de santé, les deux cartes que vous voyez sur le côté, qui sont les indices de recours par domicile du patient aux activités de chirurgie. Sur la carte du haut, en haut à droite, vous avez le recours à la chirurgie en hospitalisation complète et en dessous, celle en ambulatoire. Plus la couleur va vers l'orange, voire le rouge, moins le recours est important. Et on voit que, par exemple, on a quand même globalement une uniformité sur le territoire. Quelques zones apparaissent en vert un peu foncé, sont des zones où il y a encore un sur-recours à l'hospitalisation complète. Et quelques zones rares apparaissent en sous-recours à la chirurgie ambulatoire. On voit par exemple à l'extrême gauche, là, la zone du Cantal. Il y a deux zones dans le Cantal où manifestement on a une couleur orange qui montre un sous-recours à la chirurgie ambulatoire. Hein. C'est une zone de montagne, on expliquera peut-être ça comme ça, mais voilà, généralement, on a une carte inversée entre le recours à l'hospitalisation complète et la chirurgie ambulatoire. On voit par exemple sur la zone de Moulins, un sur-recours à l'hospitalisation complète, un sous-recours à la chirurgie ambulatoire. Diapositive suivante. La chirurgie ambulatoire a progressé hein, continuellement dans la région. Certes, la crise sanitaire a marqué un pas, mais pour autant, elle a progressé avec des progressions qui sont différentes selon le type d'établissement. Et donc, les taux sont là détaillés par type d'établissement. Et globalement, la région Auvergne-Rhône-Alpes se situe dans une bonne moyenne nationale. Diapositive suivante. Et pour vous dire, et pour terminer, que pour nous, ARS Auvergne-Rhône-Alpes, le contexte actuel, c'est donc cette réforme des autorisations, avec l'apparition en particulier d'un régime d'autorisation pour la chirurgie pédiatrique ou la chirurgie de l'obésité, et spécifiquement pour ce qui concerne la chirurgie ambulatoire, et je pense que ça intéressera tous les responsables d'établissement, la fusion des autorisations entre la chirurgie ambulatoire et la chirurgie en hospitalisation complète. Avant, les établissements devaient déposer deux dossiers différents. Maintenant, par défaut, l'autorisation de chirurgie comporte l'autorisation de chirurgie ambulatoire et d'hospitalisation complète. On peut avoir de façon inversée une autorisation uniquement de chirurgie ambulatoire, mais il nécessitera d'avoir une convention avec un établissement qui permet la chirurgie complète. Voilà, c'est un élément facilitant pour une fois qu'il y en a pour les équipes de direction qui sont chargées des dossiers. Ça me semblait important à être signalé. Voilà, j'ai fini ma petite page d'introduction et je passe la parole suivante. Eh bien, merci, docteur De Cléty, pour cette présentation des données de notre région. On vous retrouvera un petit peu plus tard dans le webinaire, puisque c'est vous qui animerez la séquence de questions-réponses avec votre collègue, Madame Novak.
Pour l'immédiat, nous allons aborder les données nationales autour de la chirurgie ambulatoire et c'est le docteur Gilles Bontemps, pilote national du projet Visuchir à la Caisse nationale d'assurance maladie, qui va nous le faire. Merci. Oui, bonjour à tous. Merci pour votre invitation à venir présenter les chiffres nationaux d'évolution de la chirurgie ambulatoire. Diapositive suivante. Comme vous le voyez sur la courbe de gauche qui est en bleu, vous avez l'évolution les 10 dernières années du taux de chirurgie ambulatoire pour atteindre en 2022 un taux de 62,79%. Mais par contre, quand on regarde un petit peu l'évolution les 10 dernières années, on s'aperçoit qu'il y a un premier ralentissement au niveau de l'année 2016, puisque jusqu'à présent, jusqu'à l'année 2016, le taux de chirurgie ambulatoire augmentait chaque année d'environ 2 points par an. Et à partir de 2016, il y a un premier ralentissement entre 2016 et 2019, où la progression moyenne annuelle n'était plus que de 1,80%, et il y a eu un deuxième ralentissement donc en 2019 où on a un taux de chirurgie ambulatoire qui a descendu et qui augmente d'environ 1,5 points par an chaque année. Et jusqu'en 2022, en 2022, là, il y a encore un infléchissement supplémentaire puisqu'on arrive à une augmentation entre 2021 et 2022 de 1,24 points par an. Donc, on voit bien que la chirurgie ambulatoire, aujourd'hui, elle est probablement à la croisée des chemins, puisqu'il y a quand même un certain ralentissement qui est un peu accéléré par la crise Covid, mais qui s'est redressé à la suite de la crise Covid en 2020, ce qui amène à envisager qu'il y a donc encore un potentiel de développement ambulatoire important. L'outil Visuchir a essayé de le quantifier en se basant sur les pratiques des 20% d'établissements les plus performants pour chacun des actes chirurgicaux, et c'est le tableau de droite. Si l'ensemble des établissements pour chacun de leurs actes chirurgicaux atteignait la moyenne de ces 20% d'établissements les plus performants en France, on arriverait à un taux de 80,82%, soit encore au niveau national, un peu plus de 1,2 million d'interventions chirurgicales à basculer du conventionnel vers l'ambulatoire. Et finalement, vous voyez que ce taux de 80,82% est proche de la préconisation du rapport du Haut Conseil de santé publique de juin 2021, qui préconisait d'atteindre 80% de chirurgie ambulatoire en s'aidant notamment de l'outil Visuchir et des travaux des sociétés savantes. Donc, vous voyez que depuis 10 ans, on a diminué par 2 environ le taux de progression de la chirurgie ambulatoire, que l'objectif ministériel de 2022 qui était à 70%, n'est pas encore atteint, et donc qu'effectivement, il y a encore un potentiel de développement ambulatoire important. Alors, ce qui explique la diapositive suivante, pourquoi nous avons mis en place, en lien avec les sociétés savantes, des outils professionnels qui ont été co-construits avec eux pour aider justement les établissements de santé, les professionnels de santé, à pouvoir identifier très précisément leur potentiel de développement ambulatoire, à pouvoir se comparer entre eux. Alors, ces outils Visuchir, c'est une gamme d'outils qui est composée de 3 outils professionnels qui ont été co-construits avec 79 experts de 6 spécialités chirurgicales différentes, et nous avons ensuite validé ces travaux par 43 institutions professionnelles, que ce soit les conseils nationaux professionnels, les sociétés savantes, les collèges, l'académie, des associations et des syndicats. Avec un objectif, c'est effectivement de travailler ensemble sur des indicateurs, et en particulier le taux de réhospitalisation. Nous sommes en train de travailler et de finaliser des indicateurs qualité, dont le taux de réhospitalisation qui intégrera dans les mois qui viennent la prochaine version de Visuchir. Les spécialités ont travaillé pour regrouper leurs actes, pour donner plus de visibilité clinique par rapport aux professionnels de terrain, en construisant des familles d'actes qui étaient pertinents. Et puis, ces sociétés savantes ont aussi utilisé ces outils, notamment dans le cadre de l'évaluation de leur pratique professionnelle, puisque ces outils mettent à disposition 700 000 panoramas disponibles, qui sont autant de benchmarks pouvant effectivement se comparer avec des critères les plus pertinents possibles. Donc, vous voyez qu'il y a tout un ensemble
d'outils et de démarches qui sont là pour vous aider, vous, professionnels de santé, établissements de santé, à identifier votre potentiel de développement et pour vous aider à effectivement basculer votre potentiel de développement en ambulatoire. Avec le micro allumé, ça ira mieux. Merci, docteur Bontemps, pour cette présentation des données nationales. Nous vous retrouverons également d'ici quelques minutes dans la deuxième partie qui sera consacrée aux pistes de réflexion autour du développement de la chirurgie ambulatoire. Auparavant, le docteur Éléonore Alter-Ferrotin, qui est responsable du service accompagnement des offreurs de soins au service médical régional de l'assurance maladie, va nous présenter l'action qui a été menée cette année à l'attention des établissements et les premiers enseignements qui en ont été tirés. Oui, bonjour à tous. Comme nous l'avions prévu, ensuite du premier webinaire évoqué par le professeur Michel et ensuite de l'élaboration de notre livret de préconisation IRAPS, l'assurance maladie a mis en œuvre cette année un programme d'accompagnement des structures chirurgicales afin de porter notre belle production, qui est ce livret IRAPS, notre production commune, et de faire connaître les nouvelles modalités, nouvelles fonctionnalités de VisuChir, qui a fait l'objet d'ailleurs d'un rechargement des bases. Et donc, VisuChir, outil national de data visualisation, comme l'a évoqué M. Bontemps, vous ne connaissez pas cet outil qui est bien sûr cité dans notre livret IRAPS. Diapo suivante. Le choix s'est porté sur des actions graduées, fonction des enjeux, donc du potentiel des établissements, des réunions, des visites sur site par le médecin conseil, éventuellement accompagnées de l'ARS et de la CEPAM. Pour les établissements qui avaient le plus fort potentiel de développement de la chirambule d'après VisuChir, on s'est fixé un potentiel de 2000 actes, donc soit 25 établissements pour lesquels nous avions programmé une visite, c'est le minimum. L'idée était bien sûr de se placer dans une démarche d'offre de services pour accompagner ce développement de la chirambule. Et autour de la présentation de VisuChir et du livret IRAPS, il s'agissait d'échanger sur un diagnostic, donc de partager avec la structure un diagnostic de situation et des axes d'amélioration au regard du potentiel qui peut être objectivé au travers de l'outil VisuChir. Ces échanges nous ont permis de recueillir, je dois dire, surtout des freins et des irritants, mais également quelques leviers et qui ont concouru à l'analyse de l'évolution de ce contexte régional que nous vous présentons donc ce jour en rétexte. Pour 67 établissements qui avaient un moindre potentiel de chirurgie ambulatoire, nous avons fait part de notre livret IRAPS et des fonctionnalités de VisuChir au travers d'un courrier, tout en laissant la porte ouverte à un échange s'il y avait un besoin en ce sens. Nous avons pu rencontrer donc à ce jour 22 structures, mais nous avons encore des visites programmées, en particulier dans 2 CHU sur les 4 de la région. Les rencontres ont donné lieu à de très riches échanges avec les équipes hospitalières. Ce qui a paru surprenant, c'est le degré de méconnaissance de l'outil VisuChir. Cet outil a bien été donc le support fondamental de la visite pour objectiver justement les potentiels. Puisqu'au total, on a eu seulement dans deux circonstances, donc 2 réunions pour lesquelles on a eu des interlocuteurs, un ou plusieurs interlocuteurs qui connaissaient bien VisuChir. Ça nous a quand même un petit peu surpris. Donc, notre programme de réunion est d'autant plus opportun. La présentation concrète de l'outil de ses applications a suscité un vif intérêt pour les structures qui ont souhaité se l'approprier pour analyser leur activité, avec l'idée de l'exploiter en termes de parangonnage, donc avec l'intérêt de relayer aussi l'information en interne, en particulier auprès des chirurgiens, ça nous a été très régulièrement cité. Certaines structures souhaitent d'ailleurs l'appui du médecin conseil en complément dans le cadre de réunions spécifiques pour certains services. Donc, ce sera envisagé peut-être en 2024 dans le cadre d'un programme plus détaillé. Diapo suivante. Concernant les pistes de travail qui nous ont été citées, pratiquement toutes les structures sont donc intéressées par ces benchmarks que permet VisuChir, après avoir examiné sa propre activité, ses propres potentiels sur VisuChir. L'idée, c'est de se comparer à des établissements à activités similaires, sachant que les établissements connaissent bien en général les structures qui ont le même type d'activité, le même recrutement.
et le cas échéant, donc, de les contacter hein, pour travailler sur certains actes, en particulier les actes CCM à gros volume. Il existe également des réflexions stratégiques par groupement hospitalier, des projets de travaux également dans le cadre de mémoire ou de thèses d'étudiants. Il y a sûrement des beaux sujets de thèse. Et puis, parmi les pistes organisationnelles, on peut citer la modification des horaires de bloc. Des structures sont en cours de mise en place de circuits ultra-courts également. Et puis, bien entendu, il y a les questions des programmes immobiliers qui ont été cités très fréquemment, avec des réaménagements de blocs, en particulier pour réorganiser les chirurgies à gros volume. D'ailleurs, on peut remarquer que la contrainte capacitaire dans le cadre de la crise sanitaire nous a été citée par des directions comme un levier qui a permis de lever des réticences de certains opérateurs à la mise en place de nouvelles organisations. Finalement, on a eu un grand intérêt, donc seulement 2 équipes sur les 22 rencontrées qui n'ont pas spontanément fait part de leur intérêt pour une utilisation de VisuShare, ni cité de perspective d'après les retours des médecins conseils. Diapo suivante. Alors, suite à cette première partie du webinaire qui était consacrée à l'exposé du contexte régional et une rapide description de notre programme de visite, l'idée c'est d'aborder maintenant plus en détail les enseignements que nous pouvons tirer des constats freins irritants qui ont pu nous être cités dans ces 22 premières visites. Et on va se concentrer sur les sujets les plus récurrents et nous allons pour cela bénéficier des regards croisés donc, du professeur Corinne Vons, qui était présidente jusqu'en 2022 de l'Association française de chirurgie ambulatoire et qui a contribué à notre livret IRAPS, et du docteur Bontemps, pilote national VisuShare, qui est déjà intervenu. Donc, pour rappel, Sandrine Combry vous l'a signalé, vous pouvez poser vos questions en utilisant l'outil QR de Zoom. Les intervenants vous répondront, mais en fin d'intervention. Hein, mais vous pouvez en tout cas poser vos questions sur cet outil tout au long des présentations. Nous avons identifié 4 grands sujets prégnants lors des réunions avec les établissements. Alors, le premier thème qu'on a identifié regroupe tout ce qui relève des opérateurs de la chirurgie ambulatoire. Diapo suivante. Pour rappel, notre livret IRAPS, dont vous avez une page mentionnée ici, comprend sous forme synthétique ou de lien les principales recommandations en matière d'organisation, de qualité et de sécurité des soins. Plus particulièrement, il fait un focus d'ailleurs sur les préconisations de l'AFCA. Il comporte des extraits d'une intervention du professeur Vons sur les fondamentaux de la chirambu et également des arguments issus des preuves scientifiques, preuves auxquelles les praticiens pourraient se montrer sensibles, hein, des praticiens réticents qui auraient besoin de ces preuves scientifiques pour envisager un changement de pratique. Alors voici les freins qui ont été soulevés par les équipes rencontrées. En premier lieu, la frilosité de certains chirurgiens, très souvent cités. Donc, les habitudes de certains chirurgiens, manifestement, les plus âgés sont les plus difficiles à convaincre. Deuxième point, il nous a été question de querelle d'experts, la Softcode, qui serait réticente à cet objectif de 80% de chirambu. Alors, l'objectif de 80% de chirurgie ambulatoire, il est issu donc des recos du Haut Conseil de la santé publique. Il a été cité également comme trop ambitieux par une équipe qui a évoqué la possible mise en cause de la responsabilité professionnelle des opérateurs. Donc, un point supplémentaire. Et troisième thème, sur lequel nous reviendrons d'ailleurs, concerne les patients isolés à plus d'1 heure de la structure, on peut dire l'ASFAR-ECO. Voilà, donc Madame Vons, je vous laisse réagir sur ces remarques. Merci beaucoup, Éléonore. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. Je voudrais dire en supplément que je suis chirurgien digestif et professeur des universités à Paris 13. Donc, je représente un peu la profession chirurgicale. Alors, à propos de la frilosité mentionnée par certains de vos enquêtés, je dirais que oui, c'est un constat qu'on partage. L'investissement des chirurgiens et des anesthésistes varie selon les individus, les établissements, les régions. Ce n'est pas homogène.
Mais non, le terme frilosité n'est pas du tout adapté pour l'expliquer. Frilosité, dans le dictionnaire, ça veut dire absence d'audace et de témérité. Frileux, c'est le caractère de quelqu'un qui refuse de s'engager dans des entreprises risquées. Attention, s'investir dans la chirurgie ambulatoire ne nécessite aucune audace. Ce n'est pas de prise de risque. Cette prise de risque reprend l'idée plutôt des détracteurs de la chirurgie ambulatoire que la chirurgie ambulatoire serait risquée. La suivante, s'il vous plaît. Alors, pourquoi cette inégalité d'adhérence à la chirurgie ambulatoire? C'est qu'en fait, on a un historique en France vis-à-vis du risque qui fait qu'à chaque fois qu'on est dans cette situation, on invoque le principe de précaution, qui d'ailleurs est dans notre Constitution. Et donc, dans le doute, puisqu'on sait reconnaître un doute que d'utiliser le principe de précaution, ben, on préfère garder le patient à l'hôpital au cas où. Et donc, il ne s'agit pas d'un problème de frilosité, mais plutôt un problème de peur à cause d'un doute. Alors, cette peur est liée à l'ignorance, à un manque d'information, à une culture de réaction au risque basée sur le principe de précaution, à une absence de formation à la gestion des risques. Quelle piste pour changer cela? Il faut, c'est ce que nous essayons de faire à l'AFCA, rappeler qu'en chirurgie ambulatoire, il n'y a pas plus de risques qu'en hospitalisation conventionnelle. Ça a été bien démontré par de nombreuses études scientifiques. Et en chirurgie ambulatoire, on ne prend pas de risques, on n'est pas audacieux, on gère les risques en mettant notamment en place des barrières de sécurité, en évaluant les risques de complications, leur fréquence, leur gravité, leur délai de survenue, leurs facteurs favorisants, pour ainsi sélectionner les actes et les patients qui peuvent être pris en charge en ambulatoire. La suivante. Alors, parlons de ce qui a été rapporté évoquant des querelles d'experts. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a des acteurs qui ne sont pas tout à fait d'accord entre eux, et d'ailleurs aussi pas tout à fait d'accord avec ce que les institutions leur dit de faire. Mais le terme de querelle d'experts, à mon avis, est encore inadapté. Querelle, c'est une dispute mêlée d'aigreur et d'animosité. C'est assez comme la frilosité, c'est pas très sympathique. Alors, je crois que si il n'y a pas d'accord, c'est qu'il y a une mauvaise compréhension, une mauvaise communication. Et en effet, certains, et notamment les chirurgiens orthopédistes, ont pensé que le taux ciblé de 80%, ça les conservait individuellement, leur service entier, leur hôpital, leur spécialité. Ils se sont sentis contraints et ils ont eu peur d'être obligés de prendre des risques, ce qui les a fait réagir en parlant de leur responsabilité personnelle cette fois-ci. Alors, ce qu'il faut, c'est mieux communiquer, et je crois que vraiment, c'est ce qu'a fait Gilles Bontemps dans l'évolution avec l'évolution de Visuchir spécialité, et ne pas laisser s'installer des quiproquos. La diapositive suivante. Et vous voyez ici, je crois que Gilles après va la compléter, que selon les spécialités, les taux de chirurgie ambulatoire sont différents. On est à 93 voire 94% en ophtalmologie et simplement à 44% en neurologie. Et puis que selon les établissements de soins, les CHU sont à 38% avec un potentiel à 64%, alors que les cliniques sont déjà à 71% avec un potentiel à presque 88%. Voilà, la suivante. Alors, dernière question de cette partie, le problème de l'éligibilité des patients qui serait flou, en tout cas dans les recommandations de la SFAR. Je ne peux que partager cette idée, mais je voudrais essayer de l'expliquer. En tout cas, c'est vrai que c'est un problème en France, c'est un des freins au développement de la chirurgie ambulatoire. Il y a une vingtaine d'années, je crois, la CNAM avait fait un audit et
30% des patients qui étaient récusés à la chirurgie ambulatoire, c'était parce qu'ils vivaient seuls. Nous avons fait récemment un mémoire dans le DU de chirurgie ambulatoire de cette année qui a évalué et qui a montré qu'après une chirurgie de la main, il y avait 50% simplement de la main, hein, c'est-à-dire canal carpien ou maladie de Dupuytren. 50% des établissements exigeaient un accompagnant la première nuit pour une chirurgie de la main et 50% non. Donc vraiment, les pratiques sont très différentes. Et pourquoi? Ben oui, les recommandations de la SFAR 2009 ne sont pas suffisamment explicites. Je pense que la SFAR a voulu ne pas faire de liste d'actes ou de patients qui peuvent être seuls, mais préférer laisser les acteurs faire, comme on dit, la balance risque, évaluer selon le couple patient. Elles n'étaient pas floues, c'est pas le mot, mais elles invitaient les acteurs à une démarche responsable. Et c'est peut-être ça qui est pas assez rassurant pour les acteurs. La suivante. Alors, je vous ai mis là les recommandations de la SFAR 2009. Vous pouvez lire dans l'encadré rouge que pour le retour, on recommande que le patient soit accompagné par un tiers, que la première nuit, il y a un accompagnant, mais simplement en fonction de la couple acte-patient. Que doit évaluer les acteurs. Alors, c'est vrai que ce n'est pas des recommandations qui sont très faciles à suivre, et pour les gens qui sont dans la démarche du principe de précaution, eh ben, ils demandent un accompagnant pour tous les malades, pour le retour et pour la première nuit. Alors, ce qu'il faut, c'est expliquer aux gens le rationnel de l'accompagnement. Pourquoi un accompagnement est demandé pour le trajet de retour? Ben, en fait, c'est uniquement pour les patients qui ont une anesthésie générale ou une sédation, parce que circule encore dans le sang une partie des anesthésiques qui ont été utilisées, qui peuvent modifier la vigilance. Donc, il faut mieux être avec quelqu'un, mais un simple chauffeur de taxi remplit tout à fait ce rôle. Et pour la première nuit, en fait, le couple acte-patient, ben pour l'acte, c'est s'il y a un risque immédiat avec l'acte chirurgical, mais donc c'est le risque hémorragique, puisque tous les autres risques qui sont beaucoup plus décalés. Et si le patient, après son intervention, a perdu son autonomie de façon totale ou partielle. La suivante, alors les anesthésistes ont essayé de se rattraper pour surtout dire que la personne seule n'était pas une contre-indication à la chirurgie ambulatoire. Donc, il serait dommage de garder hospitalisé de principe un patient parce qu'il vit seul. Un acte en ambulatoire sur un patient qui vit seul, la réponse est oui, mais pas pour tout le monde. Eh bien, je crois que là, on reste encore un peu dans ce qu'on pourrait appeler le flou et que ce qu'attendent les acteurs, c'est des recommandations beaucoup plus explicites. Eh bien, je pense que là, je vais passer la parole à Gilles qui va oui, donc, vous compléter mon propos. Merci Corinne. Je vais effectivement compléter les propos de Corinne Vons sur le volet recommandations et sociétés savantes. Aux questions qui ont été posées sur la réticence de certains chirurgiens et de certains anesthésistes et des querelles d'experts, je répondrai que les pratiques chirurgicales et anesthésiques évoluent dans le temps et que c'est bien le rôle des sociétés savantes d'accompagner leurs adhérents pour faire évoluer leurs pratiques et aussi de faire évoluer leurs recommandations. Alors, comme vous le savez, la chirurgie ambulatoire s'est considérée comme une véritable révolution culturelle puisque ce n'est plus le professionnel de santé qui est au centre de l'organisation, mais c'est bien le patient. Et quand on regarde un petit peu les recommandations telles qu'elles ont été émises par les sociétés savantes, on voit que depuis une quarantaine d'années, ces recommandations ont évolué. On est passé d'une vision qui était plutôt restrictive, qui était plutôt précautionneuse, avec un encadrement qui était assez important pour éviter effectivement tout risque potentiel. On était plutôt sur une logique de contre-indication, ce qui était logique puisqu'on était au début du développement de la chirurgie ambulatoire. Il fallait donc encadrer au mieux les pratiques par rapport à cette activité en émergence. Mais il est évident que depuis 30 ou 40 ans, les pratiques ont évolué. On a étendu les indications sur des pathologies et des prises en charge beaucoup plus lourdes,
puisque vous savez qu'aujourd'hui, on fait des prothèses totales de hanches en ambulatoire, des prothèses totales de genoux, des côlons en ambulatoire, etc. Donc, on voit qu'on est bien au-delà des premiers actes qui étaient la cataracte ou le canal carpien. Donc, c'est logique que les sociétés savantes ont fait évoluer leurs recommandations. Donc, on est passé d'une logique qui était plus restrictive à maintenant une logique beaucoup plus large. Et c'est la SFAR en 2009 qui a souhaité effectivement, j'allais dire, faire évoluer cette logique restrictive et passer plutôt vers une logique de bénéfice-risque, c'est-à-dire finalement au cas par cas, et de sortir d'une logique de contre-indication pour aller plutôt vers une logique j'allais dire, d'indication. Et on le voit bien dans une recommandation que je vais lire concernant la distance, hein, puisque manifestement, c'est un sujet qui aujourd'hui encore pose question. Les recommandations de l'ASPAR en 90 disaient qu'on ne pouvait pas faire de chirurgie ambulatoire si on était éloigné à plus d'une heure d'une structure de soins qui était adaptée à l'âge. Et donc, en 2009, vous voyez qu'après le débat, 30 ans après, les recommandations ont évolué puisque l'ASFAR dit qu'il est recommandé de s'informer auprès du patient que le lieu de résidence post-opératoire soit compatible avec la prise en charge ambulatoire, la durée de transport et la distance d'éloignement de la structure ne sont pas des facteurs d'exclusion. Donc, on voit bien que certains chirurgiens ou certains anesthésistes sont restés sur la logique de 1990 et méconnaissent probablement l'évolution de ces recommandations. On est bien dans une logique, j'allais dire, beaucoup plus partagée, d'analyse au cas par cas avec la balance bénéfice-risque, c'est-à-dire finalement, quel est le risque pour mon patient par rapport aux bénéfices qui pourraient être apportés par la chirurgie ambulatoire. Donc, on voit bien que là, il y a une évolution importante des recommandations et c'est probablement cette évolution qui a étendu aussi les indications chirurgicales à des pathologies plus lourdes que celles qui étaient, j'allais dire, au début, le fait de la chirurgie ambulatoire. Alors, deuxième élément sur lequel la CNAM a voulu rebondir, c'est par rapport à ces freins culturels. Il nous semblait important finalement de changer de méthode et Visuchir a participé en tant que tel à ce changement de méthode puisque finalement on a co-construit cet outil avec les sociétés savantes. Et on a identifié pour chacun des actes, j'allais dire les 20% d'établissements les plus performants en chirurgie ambulatoire, on a appliqué ce référentiel pour effectivement calculer le potentiel ambulatoire. Et ce taux qui est apparu aux alentours de 80%, donc vous voyez, ce n'est pas un taux qui est sorti de nulle part, c'est un taux, il faut savoir, qui est atteint dans les pays, notamment anglo-saxons, les pays d'Europe du Nord, qui ont largement développé la chirurgie ambulatoire. Et ce taux de 80%, finalement, il est issu des meilleures pratiques françaises constatées. On n'est pas sur quelque chose d'irréel, on est vraiment sur de la chirurgie ambulatoire constatée. Et bien entendu, ce taux de 80%, il n'est pas uniforme au niveau des établissements. Et si je regarde, par exemple, la région Aura, on voit que les taux potentiels des établissements, ils peuvent varier entre 26% et 100%. Donc, vous voyez que le 80%, il ne s'applique pas à tous les établissements. Il est variable selon les types d'établissements. Il est évident que des établissements qui, par exemple, font des transplantations cardiaques, ils ne vont pas arriver logiquement à ce 80% de chirurgie ambulatoire. C'est tout à fait normal. Et autre élément qui est important, c'est que finalement, ce taux de 80%, il n'est pas uniforme suivant les spécialités, puisque vous voyez qu'en fait, quand on a calculé ce taux de potentiel, là, c'est donc l'année 2022, sur l'ophtalmologie, vous voyez qu'on arrive pratiquement à un potentiel de 99%. Bon, on sait que l'ophtalmologie est une spécialité par nature ambulatoire et les services d'ailleurs d'ophtalmologie avec des hospitalisations complètes ont quasiment disparu des établissements ou vont disparaître des établissements. On voit bien que l'ORL, on est sur un potentiel de 80% qui est un petit peu moins élevé que celui de l'ophtalmo, mais toujours supérieur à 80%. Et vous voyez que pour d'autres spécialités, comme par exemple l'orthopédie et la traumatologie, on a un potentiel de 79%. L'urologie, on a un potentiel de 73%. Et le viscéral digestif, qui est probablement une des spécialités les plus lourdes, entre guillemets, on arrive seulement à un potentiel de 71%. Donc voilà, ce qui est important à savoir, c'est que ce chiffre de 80%, ce n'est pas un totem en tant que tel.
c'est vraiment adapté au cas par cas et c'est quelque chose, un chiffre pour créer une dynamique. Et on a eu pour objectif effectivement de donner des outils et de donner des éléments de benchmark permettant à chaque établissement, pour chaque professionnel de santé de chaque spécialité, de pouvoir se comparer et de pouvoir adapter ce taux cible tel qu'il est identifié. Voilà, je vais redonner la parole pour la deuxième thématique. Docteur Alter-Ferrotin, on n'a pas votre micro. Oui, donc diapo suivante, merci. Donc le deuxième thème regroupe les verbatims autour des situations complexes des patients et plus particulièrement reprend donc toute la thématique du patient partenaire, hein. Donc le livret IRAPS rapporte le point de vue des usagers. Nous avons en particulier les écrits de Monsieur Sabouret, hein, vous en avez l'exemple là sur la page qui est la page 5, hein, Monsieur Sabouret de France Asso Santé, avec des points d'attention sur l'information des patients, les situations d'isolement ou de vulnérabilité. L'information et l'éducation des patients, elle est citée également dans les fondamentaux de la chirurgie ambulatoire bien présents dans notre livret IRAPS. Et ce livret comporte également des témoignages des praticiens de l'infirmerie protestante sur l'intérêt des hôtels hospitaliers. Donc, tout le monde convient de l'importance d'une bonne information des patients. Les structures qu'on a rencontrées ont confirmé comme frein ces situations sociales ou familiales difficiles qu'on vient d'évoquer, mais c'est vraiment quand même une question récurrente, hein, dans les réunions que nous avons pu mener. Donc, Madame Vons, est-ce que vous avez des propositions complémentaires concernant le parcours chirurgical de ces patients? Sur la diapo suivante. Oui, d'autant que j'ai une expérience puisque j'ai créé de toute pièce une unité de chirurgie ambulatoire à l'hôpital Jean Verdier dans le 93 où la population est très défavorisée et beaucoup ne parlent même pas le français. Je pense que vraiment, par expérience, toutes ces situations sociales ou familiales difficiles peuvent être gérées. Ces patients, d'ailleurs, sont aussi demandeurs d'une prise en charge ambulatoire. Ce qu'il faut, c'est se donner les moyens. On va en voir euh, comment. L'isolement peut être aussi géré. Ah non, oui. Donc, je passe sur les 1 heure totalement obsolètes. Alors, c'est vrai qu'en chirurgie ambulatoire, le patient devient acteur de sa prise en charge post-opératoire de façon obligatoire. C'est-à-dire que s'il n'est pas informé, éduqué sur les suites opératoires normales, les suites opératoires compliquées, les signes d'alerte, etc., eh ben, il ne va pas remplir son rôle et il ne pourra pas être pris en charge correctement en chirurgie ambulatoire, même s'il est éligible avec tous les scores habituels. Donc, les professionnels de soins ont la responsabilité de l'informer, l'éduquer. Il faut faire cette information préopératoire sans jargon médical, de façon répétée, en expliquant leur but. Il faut évaluer la compréhension des patients après ce temps, parce que souvent, on explique des choses aux patients, ils nous disent oui, oui, ou ils hochent de la tête, et puis en fait, ils n'ont rien compris. Et puis, il ne faut pas hésiter à impliquer la famille et les accompagnants, qui sont vraiment des aidants. Ça peut être pour un problème de compréhension de langue, mais ça peut être simplement sur un certain nombre d'éléments que le patient n'aurait pas retenus. Eh bien, sa famille ou ses accompagnants pourra l'aider à s'en rappeler. La suivante, alors, ce que nous préconisons fortement, c'est que pour ces informations et ces explications considérables, hein, vous savez qu'en chirurgie, il faut leur dire ce qu'ils ont comme maladie, pourquoi est-ce qu'il faut les opérer, comment se passe l'opération, ça se passe pour la chirurgie ambulatoire, quels sont les signes de complications, mais il faut aussi les informer sur les suites habituelles pour qu'ils ne s'inquiètent pas parce que c'est un peu gonflé, etc. Les consignes de préparation, enfin les consignes pour le pansement, la douche, enfin, tout ce qu'on faisait avant en hospitalisation complète, mais maintenant qu'on doit dire à l'avance.
Et donc, vraiment, nous prenons la réalisation d'une consultation infirmière préopératoire, hein, encore plus si on est avec des familles justement en situation complexe et difficile. Il faut qu'elles puissent prendre le temps d'évaluer ce que le malade a compris dans tout ce qui a été dit précédemment, réitérer l'information, avoir un entretien centré sur le patient, c'est-à-dire en personnalisant l'information, en l'adaptant au contexte de vie du patient. Ça, il a bien été montré que c'était 30 minutes, hein, toute cette consultation, et pas moins. Et puis, encore une fois, faire venir des accompagnants. Alors, il y a certains établissements qui ont mis en place des écoles de patients pour des interventions qu'ils font en grande quantité, ce qui fait que les patients viennent à l'information pré-op avec d'autres patients et on leur fait des topos avec des images, etc. Et c'est une grande réussite. Il faut savoir utiliser alors, des livrets, bien sûr, mais les patients ne les lisent plus, mais ont été faits dans des établissements, des bandes dessinées, comme à l'hôpital Saint-Joseph, des vidéos qui peuvent être mises sur le site de l'hôpital et qui permettent au malade de retourner à l'information s'il n'a pas bien compris toutes ces spécificités. Et puis des applications qui sont de plus en plus utilisées et que les malades apprécient beaucoup. Voilà, je vais passer la parole à Gilles pour Voilà, donc compléter. tout à fait, je vais revenir sur l'éligibilité des patients en essayant d'apporter avec des données objectives. Comme vous le savez, cette éligibilité des patients, elle est double. Elle est à la fois basée sur les comorbidités des patients et puis ce qu'on appelle les données psychosocio-environnementales. Alors, si je regarde les comorbidités des patients, c'est-à-dire que le terrain du patient, et que je me reporte aux recommandations de la SFAR qui disait que les patients ASA3 instables et ASA4 n'étaient pas éligibles à la chirurgie ambulatoire. Donc, vous voyez que ce niveau 4 d'inéligibilité à la chirurgie ambulatoire, ça représente pour la région Auvergne-Rhône-Alpes seulement 2,33%, c'est ce qui est encadré en bleu, seulement 2,33% des séjours. Ça veut dire que si on regarde pour toutes les interventions chirurgicales de la région Auvergne-Rhône-Alpes, moins de 3% des patients sont contre-indiqués du point de vue médical à la chirurgie ambulatoire. Et à côté de ces comorbidités patients, si on regarde les critères psychosocio-environnementaux, la CNAM avait fait une étude en 2001-2003 sur ces critères psychosocio-environnementaux. Elle était repartie des anciennes recommandations de la SFAR de 90, dont on a parlé à l'instant, et on s'est aperçu que par rapport à l'éligibilité des patients, seulement 10% des patients n'avaient pas tous les critères psychosocio-environnementaux d'éligibilité à la chirurgie ambulatoire. Donc, on voit bien que d'un côté, c'est 3% seulement des séjours par rapport aux comorbidités des patients, et de l'autre côté, on a probablement des chiffres qui sont en deçà de 10% des patients qui sont inéligibles à la chirurgie ambulatoire du fait de ces critères psychosocio-environnementaux. Alors, je reviendrai sur la préconisation numéro 8 du Haut Conseil en santé publique parce qu'elle est parfaitement bien, elle répond parfaitement bien à cette question des critères psychosocio-environnementaux. Je la lis. Il faut rendre le patient davantage acteur de sa prise en charge ambulatoire, en particulier dans la compréhension du processus de prise en charge, en évaluant avec lui ses conditions psychosocio-environnementales et en l'accompagnant en conséquence. Accompagnement thérapeutique systématique de l'amont de l'hospitalisation, la consultation infirmière préopératoire, une mobilisation de l'entourage du patient, mobilisation des associations, mobilisation des services sociaux. La vulnérabilité psychosocio-environnementale, c'est isolement, précarité, frein linguistique, ne constitue pas en soi un critère d'inéligibilité à l'ambulatoire. Et ça, c'est particulièrement important. J'ai souvenir d'une intervention de la présidente de ATD Carmonde qui disait qu'il ne faut pas appliquer à ces patients défavorisés une double peine. Ils sont déjà isolés socialement et en plus, si vous les isolez du point de vue de leur prise en charge en ne leur permettant que la prise en charge d'hospitalisation complète qui est de moindre qualité, comme toutes les études l'ont démontré, donc vous appliquez la double peine à ces patients. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important. Vraiment, il faut mettre en place, et la recommandation le dit parfaitement, il faut remettre en place des leviers spécifiques centrés sur la personne.
il faut effectivement estimer à chaque fois le ressenti, la compréhension du patient et proposer des dispositifs adaptés. Aujourd'hui, on a des dispositifs adaptés. Simplement, il faut mettre en application cette disponibilité des dispositifs associés. Donc, ça veut dire qu'il vraiment, il faut changer la logique. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, les patients sont pour la très majorité partie, la très grande partie éligibles à la chirurgie ambulatoire. Il faut simplement lever ces freins culturels qui ont été évoqués jusqu'à présent. Je repasse la parole pour la troisième thématique. Alors, la troisième thématique qu'on a identifiée concerne l'organisation des blocs et de l'unité de chirurgie ambulatoire. Nous avons quand même déjà des éléments dans notre livret IRAPS sur ce thème. Nous avions mis le lien dans ces livrets sur la partie préconisation avec en particulier les recommandations ANAP, mais ces recommandations, elles sont déjà bien connues des structures. C'est plus tellement une difficulté. Enfin, l'idée, c'est aussi quand même de les regrouper dans les documents que nous avons. Dans le cadre des visites, parmi les principaux freins qui ont été cités par les équipes rencontrées, il y a la question récurrente des tensions sur les ressources RH, difficultés prégnantes actuellement, en particulier sur le personnel infirmier, qui a été cité de nombreuses fois, donc les infirmières, les IBE, l'IAD. Donc, la question également de la disponibilité des blocs, la question des arbitrages entre les blocs de chirurgie générale et les blocs de chirambu, avec également des blocs qui, dans de très nombreux cas, ne sont pas encore spécifiques pour la chirambu. Dans le cas des blocs individualisés en chirambu, certains ont évoqué la crainte de la contrainte du volume et de l'activité diversifiée en se posant la question, et les chirurgiens, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont devoir jongler d'un bloc à l'autre s'ils doivent opérer le même jour des patients ambulatoires et des patients en hospitalisation complète? Ce qui nous a également été cité concernait l'organisation de l'unité de chirambu, à savoir des horaires qui n'étaient pas adaptés, avec des unités qui fermaient trop tôt par rapport à certaines chirurgies. Globalement, on se pose la question quand même des arbitrages lits-post. Est-ce qu'ils ont été rendus au profit de l'ambulatoire dans les structures actuellement? Donc voilà, si Madame Vons, vous avez des éléments sur ces sujets à nous expliquer. Oui, avec plaisir. Alors, premièrement, je dirais que ces problèmes de relation bloc-unité de chirurgie ambulatoire n'existent pas si la chirurgie ambulatoire a son bloc dédié, comme c'est le cas pour les centres autonomes ou les unités satellites. En effet, toute l'équipe est dédiée à la chirurgie ambulatoire et là, il reste sur place. Les flux sont séparés parce qu'on sait que pour l'organisation de la chirurgie ambulatoire, il faut séparer le flux des patients qui sont en chirurgie ambulatoire de ceux qui sont en hospitalisation conventionnelle. Mais qu'en effet, la plupart du temps, ce sont des blocs communs qui fonctionnent en France et l'activité des médecins de l'unité d'ambulatoire n'est pas dédiée à elle. La séparation des flux n'est pas possible. Et l'ordre des patients, en plus au bloc, entre chirambu et hospitalisation complète, doit être géré, mais ce n'est pas facile. Alors, la suivante. Alors, nous pensons vraiment que la solution, c'est que la planification soit gérée par un professionnel, non médecin, non soignant, un ingénieur de flux, c'est un vrai métier. Ces ingénieurs de flux planifient les interventions en prenant compte des ressources humaines disponibles, que ce soit les opérateurs, les anesthésistes, les IBOD, etc., en fonction de la durée d'intervention, en fonction du type d'anesthésie, en fonction aussi de la durée de récupération post-opératoire, qui fait que le malade, après telle chirurgie, ne pourra pas sortir du bloc à 4 heures de l'après-midi parce que s'il a encore besoin de 3-4 heures de récupération, ça ne sera pas possible avec l'heure de fermeture de l'UCA.
Donc, nous connaissons pas mal d'ingénieurs de flux que nous avons fait venir d'ailleurs à notre congrès. Ils préconisent une gestion longitudinale et pas une gestion verticale. Notre habitude de gérer les planifications, enfin plutôt la programmation à l'hôpital, c'est vertical, c'est-à-dire que c'est le bloc qui compte et puis il faut être dans les 100% d'occupation. On se fiche des autres organisations. Je crois qu'on a inventé des parcours patients. Maintenant, il faut réfléchir en parcours et pas du tout en étapes. Et puis, à la place de la programmation, il faut parler de planification qui tient compte de toutes les variables que j'ai citées plus haut. Voilà. Je passe la parole à Gilles. Oui, donc on a vu, il y a besoin d'une révolution culturelle, mais il y a aussi besoin et surtout d'une révolution organisationnelle. Il faut travailler, comme Corinne l'a dit, sur l'optimisation des flux et il faut aussi redistribuer les moyens. Comprenez bien que si vous basculez du potentiel en ambulatoire, il faut redistribuer les moyens qui étaient auparavant dédiés à l'hospitalisation complète vers les unités de chirurgie ambulatoire. Et quand on regarde un petit peu l'écosystème de cette évolution, on constate qu'aujourd'hui, il y a trois phénomènes qui se capitalisent, qui se mutualisent, qui se potentialisent. Tout d'abord, il y a les progrès médicaux qui sont très importants. Dans le progrès technique, par exemple, les produits d'anesthésique d'élimination plus rapides qui font qu'effectivement, la réhabilitation post-opératoire est facilitée. Vous avez aujourd'hui des évolutions techniques concernant, par exemple, la neuroradiologie avec les vertébroplasties qui se font pratiquement maintenant en consultation, les traitements des anévrismes cérébraux, la cardiologie interventionnelle avec pose de mitraclip de TAVI et puis toute la chirurgie par voie endovasculaire avec les poses de prothèses cardiaques. Donc, vous voyez que les techniques aujourd'hui évoluent d'une manière importante. Donc, il y a déjà une révolution en ce qui concerne les progrès techniques. La deuxième révolution, c'est l'organisation qui est synonyme de chirurgie ambulatoire avec derrière le travail sur les flux courts, la marche en avant, ne pas retourner sur ses pas pour fluidifier les parcours, l'arrivée debout au bloc opératoire pour éviter de mobiliser aussi des brancardiers inutilement et pour fluidifier les parcours, court-circuiter la salle de soins post-interventionnels en cas de besoin, les prescriptions anticipées avant l'hospitalisation pour optimiser le post-opératoire au niveau du domicile, l'arrivée décalée des patients dans les structures du cas pour éviter les phénomènes d'étranglement et de goulot, les centres autonomes dont on a évoqué effectivement qui, il faut le savoir, dans les pays qui ont largement développé la chirurgie ambulatoire, représentent 40 à 60% de toutes les blocs qui font de la chirurgie, le redéploiement du personnel vers l'ambulatoire avec la formation, comme Corinne l'a dit, à des nouvelles compétences, des nouveaux métiers, et puis aussi le développement des coopérations, j'allais dire, professionnelles et interprofessionnelles. Et la troisième révolution, entre guillemets, c'est celle qui a trait aux pratiques professionnelles avec la récupération améliorée après chirurgie. Vous savez qu'il y a des évolutions des pratiques professionnelles avec raccourcissement de la période de jeûne post-opératoire, les techniques mini-invasives qui permettent d'optimiser les parcours, le changement de voie d'abord chirurgicale qui permet effectivement de raccourcir les durées de séjour, la réduction de l'usage de drains et de sondes, les ralimentations, les levées précoces, etc. Donc, on voit que finalement, toutes ces trois phénomènes finalement se capitalisent les uns des autres, se mutualisent, et finalement, c'est toute cette révolution qui est en train de se passer au niveau de l'hôpital et dans les cliniques privées, qui fait que l'ambulatoire est déjà aujourd'hui la norme, mais sera encore plus la norme de demain. La quatrième thématique, Éléonore. Avec le micro. Votre... Nous avons souhaité individualiser donc un quatrième thème autour de la préparation de la sortie du patient. Les organisations des unités de Chirambus sont hétérogènes et notre campagne de visite auprès de ces structures à fort potentiel de Chirambus
a fait écho d'ailleurs à une campagne nationale hein, sur la qualité de la lettre de liaison à la sortie. Et donc, on est vraiment sur une thématique qui a toute sa place actuellement dans les préoccupations que nous avons en termes de parcours chirurgical du patient. Le livret IRAPS, tant que diapo suivante, porte d'ailleurs les préconisations du pharmacien, comme l'a rapporté donc, le professeur Michel, porte les préconisations de l'URPS Pharmacie hein, sur ce sujet capital, hein, donc en donnant l'exemple de l'information à donner sur les traitements anticoagulants, on a quand même un objectif majeur autour de la qualité de la préparation de cette sortie. Donc, cet enjeu majeur de qualité, il est bien rappelé dans les fondamentaux également de notre livre IRAPS. Et dans les échanges qu'on a pu avoir dans le cadre de ces visites, on s'est rendu compte quand même que dans certains cas, le patient attend. Alors il attend ses papiers, le chirurgien, l'anesthésiste, alors que lui-même, sur le plan médical, il est prêt pour la sortie. Madame Wons, est-ce que vous avez des informations sur le sujet? Pourquoi le patient, il attend les praticiens ou ses papiers alors qu'il est prêt à la sortie? Alors, bah, écoutez, je vais essayer de vous l'expliquer. Comme vous savez, entre les blocs et les unités de chirurgie ambulatoire, il y a beaucoup de distance, parfois, beaucoup de distance, liées au fait que, ben, en fait, on a créé les unités de chirurgie ambulatoire dans des unités d'ancienne hospitalisation conventionnelle et que le bloc, ben, il est beaucoup plus loin. Et je dirais qu'il faut que tout le monde sache que c'est compliqué pour un chirurgien de se déplacer entre deux malades pour aller signer une sortie en unité de bol ambulatoire. D'abord, on doit changer totalement pour sortir du bloc. Vous savez qu'avant, on remettait juste une blouse par-dessus son pyjama de bloc. Maintenant, c'est interdit avec des arguments scientifiques nuls. Mais en tout cas, on ne peut pas. Et donc, on doit complètement se déshabiller, se rhabiller, et ceci 2 fois pour aller en UCA. Et puis, on sait aussi que si on s'absente du bloc, il n'y aura pas de changement de salle en salle d'opération parce qu'on va attendre qu'on soit revenu pour appeler le malade. Et donc, on va être nous aussi, comme sur le petit dessin que vous voyez à droite, en situation d'attente pour le coup du patient. Alors, tout ça, ça se fait dans le silence. En revanche, quand le malade, il nous attend au bloc et on voudrait que les chirurgiens ils sortent entre chaque opération, par exemple des opérations courtes pour aller signer des sorties, c'est très compliqué. Alors, la suivante, ce qu'on a exploré comme solution, c'est qu'on a réussi à mettre en place la sortie sous condition de score avec la SFAR, qui a été adoptée avec la Haute Autorité de Santé en 2018. Et donc, pour des interventions listées par l'équipe, par exemple les non hémorragiques, mais enfin, ce qu'on veut, moi je le fais pour des cures de hernie, la sortie peut être signée au bloc par un médecin et ensuite le score de Chung calculé par l'infirmière qui va autoriser la sortie. À savoir que dans le monde, nous sommes le seul pays avec la Belgique pour lequel c'est un médecin qui vient signer la sortie. Dans tous les autres pays, avec le score de Chung, on estime que la robustesse et la sécurité de la sortie est assurée. Et donc, en fait, si les chirurgiens, parce que ça a été difficile et tout, veulent revoir le malade, ils le font, mais de principe, c'est une infirmière qui signe la sortie. La sortie peut être déléguée à un interne. Et dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est prévenir les patients et les infirmières de l'attente possible, expliquer pourquoi et arrêter de stigmatiser cette situation. Je suis désolée de le dire comme ça, mais je pense quand même qu'il y a une certaine dramatisation de cet état. Et je passe la parole à Gilles.
Oui, merci beaucoup Corinne. Je pense qu'il faut revenir impérativement aux fondamentaux. La chirurgie ambulatoire, c'est vraiment une organisation et c'est le patient au centre de l'organisation. C'est plus le chirurgien, c'est plus l'anesthésiste, c'est plus le service qui doit être au centre de l'organisation, mais bien le patient qui ne doit pas attendre. Et si je prenais une analogie avec les règles du théâtre français du XVIIe siècle, vous savez, cette unité de lieu, de temps et d'action, c'est-à-dire toute l'action devait se passer sur une même scène entre le lever et le coucher de soleil. Et dans chirurgie ambulatoire, c'est la même chose. Il faut une unité de lieu, de temps et d'action, c'est-à-dire dans un temps de moins de 12 heures, il faut que toute l'action se déroule, de la prise en charge avant le bloc, dans le bloc opératoire et à la sortie du bloc opératoire. Il faut tout sécuriser jusqu'au domicile. Vraiment, c'est la logique. Le patient ne doit pas attendre et tout doit être fluide, tout doit être organisé, tous les différents segments doivent être effectivement à la suite les uns des autres. Alors, si je reprends la question du bloc opératoire, et qui est le centre finalement névralgique de cette prise en charge en chirurgie ambulatoire, je rebondis, on sait qu'aujourd'hui, le temps médical et le temps chirurgical est précieux. Il faut absolument optimiser avec une organisation, finalement, ce temps médical et ce temps chirurgical. Il existe des organisations qui permettent d'optimiser tous ces différents temps. Par exemple, pour éviter d'attendre le courrier à la sortie, certaines structures ont mis en place une secrétaire médicale dans le bloc opératoire qui, dès que le chirurgien sort de la salle d'intervention, tape immédiatement le courrier avec le compte-rendu opératoire. Il peut aussi, certaines structures ont aussi mis en place des visioconférences, puisque le chirurgien voulait voir le patient avant la sortie, pour éviter que le chirurgien se déshabille du bloc et aille voir le patient, ou vous pouvez mettre l'UCA, unité de chirurgie ambulatoire, dans le bloc. Dans ce cas-là, le chirurgien n'aura pas l'obligation de se déshabiller pour effectivement aller dans l'UCA, ou vous mettez en place effectivement des caméras avec des vidéoconférences entre le chirurgien qui reste dans le bloc opératoire et le patient qui est dans l'UCA. Alors, il faut aussi protocoliser la sortie. On voit bien qu'aujourd'hui, finalement, il y a des freins qui existent, mais il existe aussi des leviers organisationnels qui peuvent être mis en place pour effectivement lever ces freins qui sont légitimes et qui nécessitent d'optimiser absolument le temps médical et le temps chirurgical. Alors, peut-être, je vais faire la transition puisque je fais la diapositive suivante. On souhaitait vous faire aussi un focus sur VisuChir par rapport à un certain nombre de questions qui sont remontées de votre part. La diapositive suivante. Donc, si je décris un peu VisuChir et les fonctionnalités de VisuChir, j'allais dire que c'est un couteau suisse qui permet finalement de répondre à un certain nombre de questions et d'interrogations. Alors, il est mis à jour annuellement en juin de l'année précédente. Donc, vous avez les données qui sont relativement récentes par rapport finalement à ce calendrier. Alors, il est intéressant parce que, en fait, avec le travail qu'on a fait avec les sociétés savantes et par rapport à leurs demandes, puisque c'est un travail qui avait été co-construit avec eux, on a souhaité enrichir ces outils en lien avec effectivement ces sociétés savantes pour finalement mettre à disposition des professionnels de santé de terrain et des établissements un certain nombre de fonctions. Alors, avec les sociétés savantes, on a un peu finalement balayé l'ensemble des fonctionnalités de cet outil. Et vous allez voir, j'en ai repris un certain nombre qui montrent que cet outil finalement a des utilisations qui peuvent être assez larges. Alors, cet outil, il permet d'abord d'analyser, de suivre et de comparer les pratiques chirurgicales entre elles, notamment d'estimer un potentiel de développement ambulatoire. Ça, vous pouvez le faire pour chaque établissement, vous pouvez le faire par spécialité dans chaque établissement, vous pouvez le faire par acte dans chaque spécialité de chaque établissement. On peut aller vraiment de manière très, très loin sur cette comparaison et sur estimation du potentiel de développement ambulatoire. Il permet aussi de suivre une démarche de récupération améliorée après chirurgie, puisque vous avez
un outil qui contient 4 années de données, donc vous pouvez suivre une démarche RAC et notamment la diminution dans le temps des durées de séjour à la suite de la démarche RAC que vous avez mise en place dans votre établissement. Alors, cet outil peut évaluer les pratiques professionnelles et les comparer aux bonnes pratiques, permettant aussi aux sociétés savantes de faire évoluer leurs recommandations, notamment par rapport, je vais prendre un exemple sur les prostatectomies. Les prostatectomies, classiquement, on fait ce geste de prostatectomie pour les patients qui ont moins de 70 ans, puisqu'il faut 10 ans d'espérance de vie pour effectivement poser l'indication d'une prostatectomie. On voit bien que les durées de séjour, l'âge des patients augmente, puisqu'on arrive aujourd'hui à faire des prostatectomies chez les patients qui ont jusque 75-76 ans. Donc, à partir de cette évolution qui a été identifiée dans Visuchir, l'Association française d'urologie s'est posé la question si elle ne devait pas faire évoluer ses recommandations par rapport à cet âge limite qui était jusqu'à présent de 70 ans. Vous voyez, c'est une des applications qu'on a pu avoir avec ce type d'outil. Ça permet aussi d'identifier les centres de référence, ceux qui font de l'innovation chirurgicale, puisqu'on peut suivre dans le temps ces innovations, la sortie de ces innovations. Ça permet aussi d'identifier les centres de référence qui font de la chirurgie ambulatoire pour nourrir les échanges entre pairs, entre les établissements et justement ces centres de référence. Ça permet dans certaines spécialités, je pense en particulier l'urologie, qui a identifié des familles d'actes renvoyant aux événements graves indésirables, de suivre l'évolution de ces événements graves indésirables. Ça permet aussi de sécuriser l'installation de jeunes chirurgiens qui, avant de s'installer, peut-être a intérêt à avoir une vision sur finalement l'activité des établissements où il veut s'installer. Ça permet aussi d'aider à la recomposition de l'offre chirurgicale en faisant des simulations avec notamment l'outil Visuchir, etc. Donc, vous voyez que Visuchir, au-delà de la chirurgie ambulatoire, c'est vraiment un couteau suisse, entre guillemets, qui permet de répondre à un certain nombre de questions. Et notre souci, CNAM, Assurance Maladie, c'est justement de faire évoluer cet outil pour prendre en compte les demandes des professionnels de santé, notamment de leurs représentants, que sont les sociétés savantes. Voilà, je vais ensuite passer la parole à Éléonore. Alors, non, ce sera moi, c'est Maureen Connery. Pour vous remercier, docteur, de cette présentation des fonctionnalités de Visuchir, présentation extrêmement rapide. L'outil est très riche, n'hésitez pas à aller l'explorer encore davantage. Nous vous remercions, docteur Bontemps et professeur Vons, pour les éléments riches de réflexion que vous nous avez apportés tout au long de cette deuxième partie. Alors, nous allons maintenant passer à un temps consacré à vos questions, tout au moins aux réponses à vos questions. Et je vais pour cela redonner la parole au docteur Decléty et à Madame Christelle Novak, également de l'ARS, qui est référente filière technique, chirurgie, imagerie, soins critiques et greffe. Quelles sont les questions qui vous ont été posées? Oui, merci beaucoup. Alors, juste avant de prendre les questions rapidement pour dire qu'effectivement, l'outil Visuchir est absolument exceptionnel. Je tiens à le dire, j'incite tous les participants à aller voir ça. Il est d'une facilité déconcertante. Et vraiment, c'est un plaisir d'utiliser cet outil. Et j'incite tous les responsables, qu'ils soient administratifs ou médicaux, à aller regarder de ce côté-là. Ça donne des idées, des axes de progression. Par établissement, par spécialité, voire pour la région. Voilà. Rapidement, on a 3 questions. Alors, la première question pour les experts, c'est est-il nécessaire que l'accompagnant qui va reconduire le patient chez lui vienne physiquement dans le service de chirurgie ambulatoire ou est-ce qu'il peut attendre au pied de l'hôpital? Est-ce que, en résumé, un chauffeur de taxi ou de VSL qui attend au pied de l'hôpital, ça le fait ou pas? Première question. Vous voulez que je réponde? Parfait. Je dirais que
Malheureusement, en France, la plupart des établissements vont demander de voir l'accompagnant et ne laisseront pas toujours par principe de précaution au cas où. Euh, Aux États-Unis, on ne demande pas, enfin, le patient dit qu'il a son accompagnant et on le laisse partir retrouver son accompagnant. Donc là, et personne ne va écrire précisément qu'il faut le voir, hein. Donc en fait, chacun fait comme il le conçoit, et c'est vrai que ça dépend si vous avez confiance au malade. Il n'y a pas de, voilà, il y a rien d'écrit. D'accord. Donc, rien ne s'oppose à ce qu'un patient qui a une petite chirurgie de la main descende tout seul, Ah prendre bah, les celui qui a ascenseurs et une retrouver son chirurgie de la taxi. main, le chirurgie de la main, il n'a pas besoin d'accompagnant parce qu'il a une Voilà, locale. Et donc, il n'y a aucun risque d'être confus après ce geste. Donc, lui, il peut partir et prendre le métro tout seul. parfait. Oui, moi je rebondis. La logique, c'est vraiment de repartir toujours sur ce bénéfice-risque, hein, entre guillemets, où effectivement il est nécessaire d'avoir un accompagnant, et dans ce cas-là, l'accompagnant vient au niveau du service, où il n'est pas nécessaire d'avoir un accompagnant. Donc, un accompagnant à la porte de l'hôpital, ça n'a pas de sens en tant que tel. C'est-à-dire que vraiment, la logique, c'est toujours le bénéfice-risque. Et effectivement, une personne qui a un canal carpien qui ne le gêne pas tellement de la main gauche alors qu'il est droitier et qui pourrait très bien prendre le taxi où il n'y a aucun risque parce qu'il a une anesthésie effectivement locale avec effectivement une maîtrise de la douleur, etc. L'accompagner en tant que tel ne se justifie pas. Je crois vraiment qu'il faut toujours repartir d'une analyse au cas par cas et une analyse de bénéfice-risque, mais surtout de ne pas généraliser et d'aller sur indication contre indication stricte. Ok, merci beaucoup. La deuxième question, c'est peut-être une question éternelle en définitive, c'est quel est le délai minimum de présence du patient hospitalisé dans l'établissement? J'allais dire, il n'y en a pas. Il y a une durée maximale qui est dans les textes, qui est de 12 heures de séjour hospitalier, mais une durée minimale, je veux dire qu'il n'y a aucune durée minimale en tant que telle. On sait bien que pour des interventions comme de la chirurgie de la cataracte ou du canal carpien, c'est 1 à 2 heures maximum dans la structure. Il est évident que si c'est une intervention beaucoup plus lourde, il va rester plusieurs heures. Mais il n'y a pas de délai, enfin, il n'y a pas de durée minimale. Dès lors qu'on a effectivement anticipé le retour à domicile et qu'il n'y a pas de risque, et qu'effectivement, j'allais dire que la sortie est effectuée selon les règles telles qu'on l'a définies jusqu'à présent, il n'y a pas de durée minimale en tant que telle. Parfait, merci beaucoup. Alors, on a une troisième question, peut-être qu'on va décomposer en deux sous-questions. C'est une question sur les hôtels hospitaliers. Une première sous-question, c'est en définitive, quelles sont les indications médicales à ce qu'un patient passe en hôtel hospitalier? Enfin, quelles sont les indications psychosociales, médicales, enfin voilà. Et puis, il y a une question un peu plus administrative, mais ça, je pense que Christelle Novak pourra nous répondre sur comment on gère ça administrativement, quel est le dossier à déposer, etc. Voilà, peut-être sur le côté médical, l'apport de l'hôtel hospitalier ou pas. Professeur Vons, Alors, peut-être? je peux répondre. Je pense que l'indication, elle est pas médicale, c'est sûr. Elle est uniquement à cause potentiellement de l'environnement, de la distance du malade, qu'il habite à 300 km et encore, il y en a qui le font. Donc, je crois que c'est une question de confort. Euh, il n'y a pas d'indication médicale de l'hôtel, non. D'accord. Sinon, est-ce que l'hôtel n'est pas un hôpital, même s'il s'appelle hôtel hospitalier? Il n'y a aucune présence de soignants. Docteur Montand, peut-être? Oui, je vais compléter. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que la dénomination hôtel hospitalier n'est probablement pas le bon terme puisque c'est de l'hébergement pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de médecin ni d'infirmière qui va se déplacer dans l'hôtel dit hospitalier pour prendre en charge une éventuelle complication. C'est-à-dire que le patient, il va passer dans le circuit habituel, c'est-à-dire les urgences, etc.
Donc après, je pense que c'est plus effectivement un élément de confort qu'une indication pour ce qui concerne la chirurgie. Hein, je ne parle pas de la médecine, mais pour ce qui concerne la chirurgie, c'est plutôt effectivement une indication de confort. On voit aujourd'hui qu'il y a des équipes qui font, enfin, il y a des patients, pardon, pour des interventions lourdes, comme j'ai l'exemple d'une prothèse totale de genou, un patient lyonnais justement, qui est allé se faire poser dans les environnements de Strasbourg une prothèse totale de genou dans un centre de référence. Il est reparti le jour même à Lyon. Donc, vous voyez que la distance en tant que telle, pour une intervention qui est lourde en tant que telle, finalement, n'est pas un frein par rapport à l'ambulatoire. Et du coup, se pose la question, pour ce cas-là, par exemple, de l'hôtel hospitalier. Donc, je pense qu'on est plus dans un élément de confort qu'autre chose. Ok. La deuxième sous-question, il y a une question qui est venue sur le forum en plus. La deuxième question, mais Christelle, vous pouvez peut-être répondre, c'est en définitive comment ça se dépose un dossier d'hôtel hospitalier, comment ça fonctionne? Les modalités pour mettre en place un hôtel hospitalier par l'établissement, en fait, c'est une déclaration à faire à l'Agence régionale de santé, donc à nous, un mois avant en fait l'ouverture de cet hôtel, en sachant qu'il y a quand même des conditions pour mettre en place cet hôtel hospitalier. Il peut être dans l'établissement dès lors qu'il est bien distant des unités d'hospitalisation, ou il peut être à l'extérieur de l'établissement, par exemple avec un prestataire hôtelier, et dans ces cas-là, il faut mettre une convention de mise en place. Ça donne lieu en fait quand même à un forfait qui est réévalué régulièrement, qui à ce jour est autour de 80 euros. Par contre, l'établissement ne bénéficiera de ce financement que sous deux conditions. Il faut que l'établissement remonte son activité d'hôtel hospitalier auprès de l'ATIH, et cela mensuellement, et il doit transmettre un bilan à l'ARS, un bilan annuel de son activité sur l'hôtel hospitalier. Non. Merci beaucoup, Très rapidement. Christelle. Une dernière question qui est arrivée en bonus, une question pratique peut-être. Où trouve-t-on l'outil VisuShare? Où est-ce qu'on se connecte? Je ne sais pas, ça ne devait pas être précisé sur les diapositives. Et surtout, peut-on déclarer les événements indésirables graves sur l'outil VisuShare? Alors, Où sont-ils répertoriés? Voilà, donc je vais répondre par rapport à ces deux questions. Bah, l'outil VisuShare, c'est simple, on le trouve sur le site amélie.fr, mais si vous tapez VisuShare dans le navigateur, vous allez immédiatement avoir un lien qui va directement vous amener sur la page où sont disponibles les outils. Alors, il y a trois outils, hein. Il y a VisuShare établissement, qui est plutôt à destination des établissements de santé en particulier pour estimer le potentiel de développement ambulatoire. Il y a VisuShare spécialité, c'est plutôt à destination des chirurgiens de terrain dans le cadre de l'évaluation de leur pratique chirurgicale. Et puis, il y a le troisième outil qui est VisuShare région, où c'est plutôt à destination des institutions pour avoir des simulations de regroupement d'activités. Voilà, on est vraiment sur trois outils. Ces trois outils sont identifiés, effectivement, ils sont aujourd'hui sur le site de l'assurance maladie de la CNAM, sur amélie.fr. Et comme c'est peut-être un peu compliqué à les trouver parce que le chemin n'est pas forcément très facile, le mieux, c'est de taper VisuShare dans le navigateur, et il va automatiquement vous amener sur la page où il y a effectivement les outils. Pour ce qui concerne les événements graves indésirables, c'était une volonté de l'Association française d'urologie, la Société savante d'urologie, de pouvoir identifier via des actes qui renvoient à des événements graves indésirables. Donc, ils ont souhaité faire une famille d'événements graves indésirables qui sont identifiés au travers d'actes chirurgicaux, parce que souvent, les urologues, j'allais dire, reprennent des interventions chirurgicales qui sont faites par d'autres chirurgiens, souvent effectivement des chirurgiens généralistes, entre guillemets, même s'il y en a de moins en moins actuellement, et ils étaient souvent en deuxième intention par rapport à des reprises d'interventions chirurgicales à la suite effectivement d'événements graves indésirables. Donc ils sont souhaités effectivement pouvoir identifier ces événements graves indésirables. Donc, vous avez dans l'outil VisuShare, au niveau de l'outil VisuShare spécialité, si vous allez sur l'onglet spécialité urologie, vous avez une famille qui s'appelle événements graves indésirables. Vous allez retrouver les actes
qui sont suivis par la société savante pour suivre les événements graves indésirables qui sont reliés. Et merci beaucoup de cette réponse. Je crois qu'on a fini avec les quelques questions qui étaient prévues pour tenir le timing. Je crois qu'on est parfait. Mais je ne vous le fais pas dire. Merci beaucoup à tous les quatre pour cette séquence de questions-réponses. Nous arrivons à la fin du webinaire. Professeur Michel, je vous laisse conclure. Voilà, je n'ai pas voulu prendre la parole, mais je pense que la question précédente, avant de conclure en 2 mots, la question précédente qui portait sur la capacité à déclarer un événement indésirable grave sur Vichir n'exclut pas, au contraire, hein, ne doit pas obérer le fait que quand il y a un événement indésirable grave qui survient au décours ou pendant la chirurgie, le circuit habituel qui est de la déclaration à l'ARS par le portail spécifique des événements indésirables s'applique toujours. C'est un autre sujet. Voilà. C'est bien de le préciser parce que je n'avais pas lu complètement la question. Là, on n'est pas dans la déclaration de l'événement grave indésirable, on est dans le suivi a posteriori de l'événement grave indésirable. Donc, un mot de conclusion, puisqu'il est 16h59. D'abord, pour remercier Corinne Vons et Gilles Bontemps de ce duo qui a l'air bien rodé et qui a été parfaitement complémentaire dans un timing parfait. Donc, vraiment un grand merci à vous deux pour la clarté de vos explications et l'intérêt de ce webinaire. Merci à Sandrine Combry et le Nord Alter-Ferrotin parce que vous l'avez organisé autour finalement de réponses à des remarques de terrain qui émanaient de vos visites et des 22 accompagnements que vous avez réalisés. Donc, c'est vraisemblablement des questions récurrentes. Donc, ce webinaire, il a permis d'y répondre, je l'espère. En tout cas, moi, j'ai trouvé que les propos étaient parfaitement clairs. Merci aux participants. On avait près d'une centaine de participants aujourd'hui, mais on sait que ce type de webinaire est visualisé, visionné ensuite dans les suites d'aujourd'hui. Donc, on va dire un impact non négligeable, comme le premier l'avait eu. Donc, il ne nous reste plus qu'à remercier la totalité des personnes participant et à se dire que finalement, sans doute qu'en 2024, nous ferons à nouveau un webinaire puisque celui-ci rencontre bien des attentes et des besoins qui ont été exprimés. Donc, c'est sur ces propos que je clôturerai cette conclusion. Éléonore. Merci en tout cas à tous les représentants ici présents, tous les intervenants, mais toutes les équipes qui ont pris de leur temps pour travailler à une pertinence des prises en charge en chirurgie ambulatoire. Et puis effectivement, côté assurance maladie, nous allons mener un programme aussi d'accompagnement des structures en 2024, ça a été évoqué, et nous aurons l'occasion d'échanger avec ceux pour lesquels cette thématique est un sujet prégnant, un sujet en jeu. Nous aurons l'occasion d'échanger et nous pourrons aussi nous appuyer sur les commentaires de nos deux experts. Donc merci à vous.